Bienvenue au cours rattrapage. Dans cette vidéo, on va parler de l'évolution d'un système chimique et notamment de son étude macroscopique. Alors, on va d'abord parler des facteurs cinétiques qui sont assez importants, puis de la vitesse d'évolution d'un système et on finira par la loi de vitesse d'ordre 1. La cinétique chimique, c'est l'étude en fait des vitesses de réaction ou de la vitesse à laquelle évolue un système chimique lors d'une réaction. Alors, on va faire différentes catégories de vitesse de réaction. En fait, à partir du moment où on a une réaction qu'on a l'impression qu'elle est déjà finie, à peine on a mis les réactifs en contact, c'est une réaction qui est considérée comme rapide. Il y en a plein, et d'ailleurs c'est celle qu'on aime mieux faire en chimie. Si on veut faire par exemple un titrage, il nous faudrait une réaction rapide. Les réactions qui vont mettre quelques secondes à quelques heures à se produire et à se terminer, c'est ce qu'on appelle des réactions lentes. Et enfin, les réactions qui vont mettre plusieurs jours, eh bien, ce sont des réactions qu'on appelle infiniment lentes. Par exemple, la formation de la rouille est une réaction infiniment lente. Bien sûr, la chimie et la cinétique chimique peut s'accélérer. On peut accélérer une réaction. On sait qu'il y a divers paramètres qui vont agir sur la vitesse de réaction d'un système chimique. Et ils sont assez évidents. C'est ce qu'on appelle des facteurs cinétiques. Le premier, c'est celui de la température. La température, plus elle est élevée, plus la réaction va se dérouler rapidement. Et ça paraît assez logique parce qu'en fait, la température, c'est l'agitation des molécules. Plus elles sont agitées, plus elles vont pouvoir se taper les unes les autres et pouvoir faire ce qu'on appelle des chocs efficaces et donc du coup pouvoir réagir et former des produits. L'autre facteur cinétique à connaître, c'est la concentration. La concentration, c'est encore une fois, c'est plus ou moins le rapprochement, c'est-à-dire le nombre de molécules qu'on va avoir dans un certain volume, de molécules d'atomes ou d'ions, donc le nombre d'entités qu'on va avoir dans un certain volume. Plus ce nombre est élevé dans un même volume, et bien plus ces entités vont avoir tendance à être proches les unes des autres, et donc du coup à pouvoir se choquer efficacement et produire une réaction chimique. Et enfin, le dernier facteur cinétique, c'est la présence ou non d'un catalyseur. Un catalyseur, c'est une espèce chimique qui participe à la réaction, parce qu'en général, il est consommé lors de la réaction, mais il est aussi régénéré aussi lors de la réaction, ce qui fait qu'à la fin, il n'a pas été consommé. Et il est neutre au niveau du bilan, il n'apparaît même pas dans l'équation de réaction. Parfois, on va le mettre au-dessus de la flèche pour préciser qu'on a utilisé tel catalyseur. Si le catalyseur est dans la même phase que les réactifs, c'est ce qu'on appelle une catalyse homogène. Si le catalyseur n'est pas dans la même phase, c'est ce qu'on appelle une catalyse hétérogène. Pour étudier la vitesse d'évolution d'un système, il va falloir établir une grandeur qui s'appelle la vitesse volumique. Et cette vitesse volumique, en fait, elle ne parle pas de volume, donc c'est ça qui est particulier. Cette vitesse, en fait, elle va nous déterminer la variation de la concentration d'une espèce chimique au cours du temps. Donc, c'est en grosso modo la concentration à un instant t plus 1 moins la concentration à un instant t divisé par l'écart de temps qu'il y a entre les deux. Alors, on ne va pas faire des différentes mesures comme ça, mais on peut aussi dire que si on réduit des gaps de temps au plus court espace possible, eh bien, on n'aura que la vitesse d'apparition des produits, par exemple, eh bien, c'est la dérivée de la concentration du produit en question divisée par le temps, la dérivée par rapport au temps. De la même manière, la vitesse de disparition d'un réactif, ça va être l'opposé de la dérivée par exemple, de sa concentration par rapport au temps, opposé pour qu'on ait une vitesse positive. Il est possible de déterminer graphiquement la vitesse de réaction, la vitesse volumique d'un produit, d'apparition d'un produit ou de disparition d'un réactif. Si on trace la courbe qui nous donne la concentration en fonction du temps, eh bien, ça sera le coefficient directeur de la tangente qui est la dérivée. Ça, c'est une définition mathématique, j'y suis pour rien. L'unité de la vitesse volumique, c'est le mol par litre par seconde. Quand on trace une courbe qui va nous donner la concentration d'un produit formé en fonction du temps, eh bien, on peut remarquer que pour différents facteurs cinétiques, on ne peut pas comparer le temps de fin parce que c'est pas forcément pertinent, mais on peut comparer des temps intermédiaires. Et il y a un temps intermédiaire qui est très important, c'est ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction, c'est tout simplement le temps au bout duquel la moitié des produits ont été formés, ou la moitié des réactifs ont été consommés. On peut donc du coup l'écrire comme étant le temps T1,5, le temps au bout duquel la concentration en P est égale à la concentration en P maximale divisée par 2. Et ouais. Et c'est en fait ces temps de demi-réaction-là qu'on va comparer si on veut comparer différentes vitesses de réaction, par exemple avec la présence d'un catalyseur, en changeant la température, en changeant les concentrations. Et c'est là où j'en viens à des méthodes de suivi cinétique. Puisque je vous parle de pouvoir comparer des temps de demi-réaction, pour pouvoir faire une méthode de suivi cinétique, il va falloir mesurer la concentration en fonction du temps.
Et pour ça, on n'a pas 36 méthodes. Alors en fait, si on n'en a pas 36, mais on en a pas mal quand même. En fait, on a les méthodes qui sont dites physiques, les méthodes d'analyse physique qu'on peut avoir vues, comme par exemple mesurer la conductivité en fonction du temps ou mesurer l'absorbance en fonction du temps. À partir de là, on peut en déduire la concentration et donc du coup, on pourra retrouver la concentration en fonction du temps. L'autre système, ça va être d'utiliser des méthodes chimiques et là, il va falloir extraire un bout du système, toujours le même, toujours le même volume, et le titrer chimiquement. Alors pour ça, pour éviter que la réaction elle continue à se produire à l'intérieur de ce qu'on a extrait, on fait ce qu'on appelle une trempe thermique, c'est-à-dire qu'on le met dans de l'eau glacée ou de la glace. Le froid instantané va couper la réaction, elle va s'arrêter net. Et à partir de là, on pourra mesurer la concentration en produit formé ou en réactif consommé. Bon, si on prend une réaction AA plus BB donne CC plus DD, eh bien on va avoir une loi de vitesse d'ordre 1 si le réactif B est en large excès par rapport à A, donc c'est-à-dire que c'est pas vraiment lui qui va influer. Et si on remarque en fait la vitesse d'apparition des espèces chimiques produites ou la vitesse de disparition des espèces chimiques consommées est proportionnelle à la concentration en espèces chimiques. Pour être sûr qu'on est face à une loi de vitesse d'ordre 1, en fait, il y a trois possibilités. Soit on remarque qu'en fait le temps de demi-réaction est toujours le même, quelle que soit la concentration en A. Alors ça veut donc dire qu'on a une loi de vitesse d'ordre 1. Ou alors on remarque aussi que la vitesse d'apparition des produits ou la vitesse d'apparition de disparition des réactifs est proportionnelle à la concentration en A. Ou alors c'est d'avoir que la concentration en A au cours du temps, eh bien, elle suit une loi exponentielle décroissante. Concentration en A est égale à concentration en A initiale fois l'exponentielle de moins kT, K étant une constante qui correspond à la loi de vitesse d'ordre 1, donc c'est une constante qui dépend de cette réaction-là. Comment on arrive là? En fait, c'est une équation différentielle. Je vous ai dit que la vitesse était proportionnelle à la concentration. Donc du coup, on peut dire que la dérivée de A sur dt, moins la dérivée de A sur dt, est égale à K fois A. Et donc du coup, à partir de là, on a une équation différentielle. On verra ça un peu plus en physique. On ne va pas s'embêter avec ça en chimie. Mais sachez que la solution de ce type d'équation, c'est égal à... A est égal à A0 exponentielle moins kt. Et voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage sur la cinétique chimique. C'est assez important et c'est pas mal. Alors, il n'y a pas trop de mathématiques pour le moment, et c'est dommage parce que c'est pas trop mal les mathématiques à ce niveau-là. Je vous laisse avec une citation de Marcellin Berthelot. Après que vous ayez bien sûr laissé un pouce, vous abonner, etc., vous avez le truc. Donc, Marcellin Berthelot dit « Toutes les fois que les conditions d'un phénomène se trouvent réunies, il ne manque jamais de se produire. » C'est de la chimie.